Bienvenue sur Géopolitis. On va donc voter en France pour des élections municipales. La municipalité, la mairie en France, c'est vraiment l'échelon de base, comme partout ailleurs dans le monde, sauf qu'en France, des mairies, il y en a 36 680 à ce jour. C'est plus que dans n'importe quel pays européen de taille comparable. C'est simple. Avec ses 36 000 et quelques communes, la France compte près de la moitié des communes d'Europe et ça, c'est déjà un premier problème. L'autre problème, c'est qu'en France, il y a ce que l'on appelle le millefeuille administratif. Avec les années ou les siècles, couche après couche, on a construit un ensemble administratif invraisemblable. Il y a très longtemps, on disait les paroisses, ça datait du Moyen-Âge. Avec la Révolution, on a créé les communes, donc les mairies. Les départements, c'est venu après la Révolution. Les régions, c'est plus récent. Elles ont été mises en place par les gouvernements de la Ve République. Chaque nouveau président dit qu'on va tout simplifier et chaque président, de droite comme de gauche, se doit de reculer devant l'énormité de la tâche. À l'occasion de ces élections municipales, Géopolitis s'intéresse à cette France très administrée. Les 23 et 30 mars, les Français vont donc élire leurs conseillers municipaux et leurs maires. Simple, non? Eh bien pas du tout. Parce que les électeurs, peut-être ne l'ont-ils du reste pas encore compris, vont aussi ces jours-là élire des représentants à leurs agglomérations de communes. Car en France, il y a des agglomérations, il y a des communes, il y a des communautés de communes et des agglomérations de communes. Pas facile de s'y retrouver, c'était tout de même plus simple. Avant la Révolution, on disait du roi de France qu'il régnait sur le royaume aux 100 000 clochers. Avec 1789, un décret disposa, je cite, qu'il y aura désormais une municipalité dans chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne. Voilà pour le passé. Le présent, ce sont quelques données statistiques qui disent tout. Avec, on l'a dit, 36 680 maires, la France compte près de la moitié du total des communes en Europe. Prenons deux comparaisons avec des pays européens. L'Allemagne, qui a plus d'habitants que la France, 81 millions, n'a que 11 253 communes et l'Espagne, seulement 8 000. Revenons en France métropolitaine. La plus grande commune, c'est Paris intramuros avec 2 234 000 habitants. Mais si l'on regarde bien les statistiques, la commune de Arles, qui ne compte que 53 000 habitants, est 7 fois plus grande en superficie que Paris. Et puis, pour la petite histoire, la commune la moins peuplée de France s'appelle Rochefourchat, c'est dans la Drôme. Un seul habitant, mais 2 églises. À cette complexité municipale viennent donc s'ajouter les autres couches du millefeuille, les groupements intercommunaux, les cantons, les départements et les régions. Au fil des décennies, on a rajouté des échelons, mais on n'en a jamais supprimé aucun. On a calculé qu'en 30 ans, l'effet le plus pervers de ce maquis territorial, c'est que les effectifs de la fonction publique territoriale en France ont augmenté de 700 000 agents. Le président Sarkozy voulait supprimer l'échelon départemental, il s'y est cassé les dents. Le président François Hollande veut maintenant diminuer le nombre de régions. On verra. C'est la France dans toute sa réalité. L'énorme majorité des communes françaises compte moins de 1000 habitants. Plus caractéristique encore, sur ce total de 36 000 mairies, un peu plus de 17 000 ont moins de 500 habitants. On compte par centaines les toutes petites communes où le maire compte une petite cinquantaine d'administrés. Et puis, il y a Paris. Un statut spécial, un maire avec des maires d'arrondissement. On sait que dans la capitale, la bataille fait rage entre la droite et la gauche. Mais comme rien n'est simple en France, voilà que le dossier parisien se complique. On savait qu'il y avait Paris intramuros et ses départements limitrophes, bien connus par leur numérotation, le 9-3, le 9-2, etc. Tout va changer puisqu'on va créer une métropole, le Grand Paris, on dit le MGP, qui regroupera Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, soit 124 communes, mises en place le 1er janvier 2016. Mais pour autant, aucune des structures administratives actuelles ne disparaîtra.
Au-delà de ces 36 000 communes, on compte en France 3 971 cantons, rien à voir avec les 26 cantons suisses. Le canton français date de la constitution du 5 Fructidor en 3, bref de 1801, et les limites ont très peu changé depuis. À chaque canton correspond un conseiller général, il y en a donc 3 971 en France, et ces conseillers généraux siègent au Conseil général du département. Des départements, en France, cela tout le monde le sait, il y en a 101. Enfin, à l'échelon supérieur, il y a la région, avec des conseillers régionaux, ne pas confondre avec les conseillers généraux. Des régions françaises, il y en a 26. L'idée développée par le président Hollande serait de les ramener de 26 à 15 environ. Est-ce à dire que la région Rhône-Alpes va convoler avec le Limousin? Réponse, le jour où les décisions seront prises, si elles sont prises. On l'a vu, chaque président a ses idées et sa vision d'une simplification territoriale. Nicolas Sarkozy avait mis sur pied la réforme dite des conseillers territoriaux qui aurait rempli, en les cumulant, les fonctions des représentants du département et de la région. À peine arrivé au pouvoir en 2012, la gauche française enterra la réforme. Du temps du président Chirac, on vota la réforme Raffarin qui mettait en place des outils institutionnels permettant la tenue de référendums locaux. Par exemple, on pouvait décider de la fusion de départements ou de régions. Tout cela échoua rapidement, tant les querelles politiques, voire de base politique, étaient intenses. On imaginait les deux régions de Normandie fusionnées, il n'en fut rien. On pouvait penser que les deux départements de Savoie et de Haute-Savoie allaient s'unir, tel ne fut pas le cas. Nicolas Sarkozy, autre exemple, voulut agréger les deux régions corses, celle de Bastia et celle d'Ajaccio, pour qu'il n'y ait qu'une seule préfecture. Peine perdue. De même, en Alsace, Colmar refusa de passer sous la coupe de Strasbourg. Comme quoi, en France, le millefeuille administratif sur la défensive fait de la résistance. L'invité de Géopolitis, Jacques Lévy, qui est géographe, professeur à l'EPFL, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, grand spécialiste justement de ce qui se passe en France, ce millefeuille français, comme on a dit, il faut s'en moquer, il faut faire avec. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette expression d'ailleurs? Je crois qu'elle dit bien ce qu'elle veut dire. Millefeuille, ça veut dire qu'il y a beaucoup de couches et qu'on n'y voit pas très clairement où est quoi. On n'y comprend plus rien. Soyons clairs, dans les échelons administratifs, c'est ça. C'est ça. Alors, ce n'est pas qu'anecdotique, ça pourrait être un simple sujet de plaisanterie, ça l'est parfois, mais je crois que ça pose aussi un problème de justice. D'abord parce que l'illisibilité, ça veut dire que les citoyens ne savent pas comment leur parole, leur voix, y compris leur vote, peut servir à juger positivement ou négativement une politique publique. Donc, il n'y a pas de rapport direct entre le vote et, je dirais, un territoire administratif ou géographique. Ne serait-ce que parce que là où de plus en plus on prend des décisions, c'est-à-dire à l'échelle de ce qu'on appelle les intercommunalités, il n'y a pas d'élection au suffrage direct. Donc ça veut dire qu'on vote, par exemple, pour les élections municipales, mais avec des conséquences sur des espaces beaucoup plus larges. Donc il y a comme une boîte noire entre le moment où l'électeur vote et la décision qui sera prise grâce à son vote. Vous voulez dire, par exemple, en France, l'électeur vote pour un maire, son maire, mais en même temps, ça induit un autre niveau de responsabilité. Et là, ça n'est pas au suffrage universel direct, voilà, c'est ça? Absolument, parce qu'on a gardé cette idée qu'il y a seulement 3 niveaux, la commune, le département, la région, qui ont droit à une élection directe, mais pour les autres, à chaque fois, il y a des hésitations. À chaque nouvelle élection présidentielle, on a l'impression que le nouveau président va prendre la décision grâce au Parlement. De rendre cette élection directe, ce qui serait tout simplement normal. Et en fait, ça ne se produit pas parce qu'il y a aussi beaucoup d'opposition et que sur toutes ces questions, c'est un gros problème de la décentralisation en France. Les hommes politiques ont l'impression qu'ils peuvent beaucoup perdre et peu gagner. C'est pour ça que ces dossiers restent toujours en deuxième position. Bon. Alors, par exemple, dossier qui reste en deuxième position, on voulait réformer en France les départements, puis maintenant on nous dit qu'on va réformer les régions. C'est vrai qu'on n'y comprend plus rien, vu de l'étranger. L'un n'empêche pas l'autre. En fait, c'est la condition qu'on fasse quelque chose. À condition qu'on fasse quelque chose. Et en fait, on fait des petites choses, mais qui apportent, certes, une certaine amélioration, parce qu'il y a une un peu meilleure adéquation entre, je dirais, l'espace des problèmes et l'espace des solutions, mais qui ajoutent de la complication. Donc,
aussi du négatif, puisque, comme je disais, les électeurs ne savent pas quel est l'effet de leur choix. Les départements en France, ça remonte à la Révolution. Est-ce que, franchement, un département français actuellement représente une entité valable dans laquelle les gens peuvent se reconnaître? Un peu comme un canton suisse, en fait. Quel est le problème avec les cantons suisses, alors? Eux non plus ne correspondent pas très bien aux espaces fonctionnels, aux espaces vécus par les gens. Mais c'est vrai que... Qu'est-ce que vous appelez l'espace fonctionnel? Si on prend la création des départements en 1789, ça avait un sens. C'était un peu les régions. C'est-à-dire que c'était un espace très grand pour l'époque parce que les vitesses étaient beaucoup plus faibles. Donc, ça correspondait à ce que j'appelle moi aujourd'hui un espace biographique. C'est-à-dire au cours de sa vie, un individu pouvait avoir besoin des différents lieux qui étaient autant de ressources contenues dans le département. Aujourd'hui, si on se pose la même question... C'est la région. Voilà, c'est la région et probablement des régions, la plupart du temps, beaucoup plus grandes que celles qui existent dans la France d'aujourd'hui. C'est pas toujours le cas parce qu'en fait, une région, pour qu'elle marche bien, il faut qu'elle ait des ressources, mais il faut aussi qu'elle ait des identités. Une identité, par exemple la Corse, petite région de 300 000 habitants ou un peu plus, elle n'a pas de grande ville, donc il lui manque des ressources. Mais son identité est tellement forte et tellement bien ancrée que personne aujourd'hui, et à juste raison, ne conteste l'idée qu'il y ait une région corse. Mais on a l'impression quand même que c'est la France des campagnes qui est restée, puis pas la France des nouvelles agglomérations, voire des métropoles. En revanche, effectivement, il y a des régions qui devraient s'imposer. C'est le bassin parisien, avec pour capitale Paris, qui fait 12-13 millions d'habitants. Donc c'est assez normal que la plus grande ville de France, qui est 8 fois plus grande que la deuxième, elle ait une région qui soit aussi d'une certaine taille. Et de même, Rhône-Alpes, probablement, ce serait logique, hein, évidemment, il faut que les habitants soient d'accord, mais ce serait logique qu'elle s'augmente de l'Auvergne pour avoir la région de Lyon. Vous donnez dans vos écrits l'exemple de Arles, qui est assez étonnant, hein, je crois, la superficie de Arles. Oui, il y a quelques communes très grandes. Alors Arles qui possède en gros la Camargue ou Fontainebleau qui possède la forêt de Fontainebleau, mais ce sont des communes énormes. Voilà, Arles est quand même une commune qui a une certaine population, mais il y a aussi beaucoup de communes qui sont très vastes en superficie et qui ont très très peu d'habitants. Et ces communes-là ont gardé un pouvoir, notamment dans l'élection du Sénat, mais aussi à cause du découpage cantonal, qui est un autre problème du millefeuille, c'est-à-dire que c'est une atteinte à la démocratie. Il y a, dans un département donné, des électeurs qui ont beaucoup plus de poids que d'autres parce que leur canton, qui envoie un conseiller général, va avoir beaucoup moins d'habitants. Donc, chaque électeur va peser beaucoup plus que les autres. Et donc, ça a été un moyen, pour revenir à votre question sur 1789, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Il y avait une certaine logique du département et de la commune, qui était la paroisse, donc qui était aussi un espace local pertinent. Et compréhensible. Voilà, mais ces deux éléments ont perdu leur pertinence, mais au moment de la création de la Troisième République, donc à la fin du 19e siècle, on a sacralisé, on a congelé ces limites et on s'est dit les communes sont en train de perdre leur substance à cause de l'urbanisation, mais grâce au système des cantons qui font en gros payer les urbains pour les ruraux, on va pouvoir faire tenir toutes les communes telles qu'elles sont et on va leur permettre aussi d'avoir du pouvoir national en élisant les sénateurs. Donc on a verrouillé le système et c'est pour ça que très peu de choses ont changé pendant le siècle qui a suivi. La seule chose qui ne va pas changer, c'est les frontières extérieures de la France. Rassurez-nous quand même. Je ne sais pas. On sait, peut-être un jour. Merci. Je rappelle que vous êtes Jacques Lévy, professeur à l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, géographe. Merci à vous. C'est un fait historique que l'on semble avoir oublié, mais qui réapparaît lors de chaque élection. Paris, la capitale, a toujours eu peur des grandes villes françaises. La France, quelque part, c'est encore et toujours un empire qui s'est constitué et qui s'est agrégé par la force, souvent par des mariages aussi, et avec des territoires qui n'avaient pas forcément envie d'être intégrés. Et c'est ainsi que l'État, en sa capitale, a toujours considéré les autres grandes villes des régions comme autant de contre-pouvoirs. C'était vrai à l'époque des monarchies, mais cela a duré avec l'avènement des républiques. On se souviendra qu'après la Commune de Paris, suite à la défaite de 1870, on a vu l'État conclure des accords avec les notables des campagnes contre les notables des grandes villes. Pendant longtemps, en France, on a vécu avec l'idée qu'un pouvoir central et fort était tout de même plus facile à imposer à 36 000 communes qu'à 8 ou 10 métropoles un peu trop puissantes.
Un sentiment qui subrepticement perdure, même et surtout en période de consultation électorale. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos réactions à cette problématique très française. À votre disposition, des séquences vidéo, des sites internet, de la cartographie des archives, toujours la possibilité de podcaster cette émission de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.